Bienvenue, messieurs. J'espère qu'on nous entend bien avec, malgré la musique, le son est bon jusqu'au fond de la salle. Geoffroy Roux de Bézieux, c'est votre premier déplacement en tant que président du MEDEF sur notre territoire. Alors vous êtes là depuis 36 heures, il s'est déjà passé plein de choses. En même temps, c'est peu, je vous laisse que vous nous fassiez partager vos premières impressions. Bon, d'abord, bonjour à tous. Je suis évidemment très heureux d'être là, comme tu le dis, Didier, devant une salle pleine, très impressionnante. Et d'abord, bravo, cher Didier, pour ce que tu as réussi avec ce MEDEF, qui est très impressionnant. Je le dis sans flagornerie, mais avec le potentiel du territoire, c'est vraiment une très très belle réussite. Alors, que vous dire, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, parce que c'est pas en 36 heures qu'on peut faire un diagnostic sur un territoire. Moi, je pars pas encore, mais je partirai avec beaucoup d'optimisme. Parce que d'abord, j'ai vu des entrepreneurs qui, quel que soit leur secteur, quelle que soit la taille de leur entreprise, y compris hier des jeunes start-upers qui démarrent, des gens qu'on a animés ensemble, des gens qui ont de l'énergie, de l'optimisme. Et ce qui m'a beaucoup frappé, qui font au fond de l'insularité qui est la vôtre un avantage plutôt qu'un inconvénient. C'était très frappant dans les projets qu'on a vus hier, donc des projets innovants. Et au fond, les gens se disent, oui, on a des handicaps liés à l'insularité, mais faisons-en un avantage. Et c'est vraiment le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et c'est ce qui caractérise un entrepreneur. Après, il y a une densité d'entreprises. Je n'ai pas encore vu tout le monde, mais hier soir, au cocktail, j'ai pu discuter avec beaucoup de secteurs. Il y a une industrie qui est présente, et ça, c'est très important. Vous savez qu'on veut réindustrialiser la France, et la France, ça passe par réindustrialiser ses territoires, y compris les territoires ultramarins. Et donc là, il y a un très beau panorama industriel sur lequel on doit pouvoir s'appuyer à condition qu'on arrive à les emmener, exporter dans l'océan Indien et dans les pays limitrophes. Voilà, donc une impression extrêmement positive. Vous disiez ce matin, je crois sur une radio, on ne connaît pas assez bien les territoires ultramarins. Oui, alors là, je m'avance sur un terrain plus politique, mais je suis frappé, je dis ça devant Hervé Mariton, dont c'est le nouveau combat, par une sorte de, j'ai envie de parler d'indifférence. Les Français métropolitains ne connaissent pas la richesse de l'outre-mer, ne réalisent pas tout le potentiel qu'est là, en termes de jeunesse, en termes d'énergie, en termes d'espace maritime, mais vous aurez l'occasion d'en parler un peu plus tard. Alors moi, à ma modeste échelle, je peux essayer d'y contribuer et d'être non pas le patron des patrons, comme dit la télé, mais plutôt le porte-parole des patrons et le porte-parole des patrons réunionnais et des territoires ultramarins. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'indifférence, au fond, quelquefois, rarement, mais quelquefois dans certains ministères d'hostilité, en tout cas dans la partie budgétaire. Et donc c'est un combat qu'il faut mener en commun, mon cher Hervé, pour faire entendre la cause de l'outre-mer et la cause de l'outre-mer économique en métropole. Didier, les visites de présidents de MEDEF sont rares à La Réunion, donc elles sont précieuses. C'est le symbole que le MEDEF s'appuie sur ces territoires et qui a un lien fort. C'est aussi la reconnaissance du MEDEF local. Oui, tout à fait. Et je voudrais dire, pour commencer, que c'est vraiment avec un immense plaisir, une immense fierté que nous recevons aujourd'hui Sabine et Geoffroy Roux de Bézieux pour notre Assemblée Générale. Et puis, c'est aussi avec grand plaisir qu'on vous reçoit toutes et tous en présentiel, enfin, après tant de mois, en fait. Alors aujourd'hui, on est fort de 700 adhérents directs qui représentent tous les secteurs d'activité, qui représentent toutes les tailles d'entreprise, et puis aussi 21 syndicats professionnels. Et je peux donc affirmer sans détour, effectivement, que nous sommes plus que jamais ancrés dans ce territoire et que nous représentons, effectivement, la diversité de ce tissu économique réunionnais. Mais je voudrais aussi dire que le MEDEF Réunion, c'est 18 collaborateurs, je les remercie d'ailleurs, qui s'investissent vraiment chaque jour avec une énergie, une motivation pour aider nos adhérents. Ce sont plus de 100 mandataires aujourd'hui qui exercent bénévolement, et je voudrais insister dessus, le mot bénévole, parce qu'il a disparu depuis trop longtemps de nos organisations, et c'est important. Ils se mobilisent, ces mandataires, pour porter la voix de l'entreprise, pour vous défendre. Ce sont aussi 18 présidentes et présidents de commission qui animent des groupes de travail, malgré leur emploi surchargé. Et donc aujourd'hui, le MEDEF Réunion, c'est vraiment un élément moteur et majeur à La Réunion pour faire avancer ce territoire, pour le développement économique et social de notre île. Mais ce point,
cette légitimité, on la tient aussi de notre appartenance au MEDEF national. D'ailleurs, durant la crise épidémique, c'est bien grâce au MEDEF et à son soutien, à son accompagnement, qu'on a pu informer les adhérents, qu'on a pu trouver des solutions locales, qu'on a pu expliquer les aides, qu'on a pu décrypter en fait tous les lois et les décrets. C'est vraiment une chance. C'est une chance extraordinaire d'avoir le président du MEDEF national sur notre territoire, parce que ça marque bien justement la proximité qu'a le MEDEF pour ces territoires, et puis aussi ça reflète bien la proximité du fonctionnement de notre organisation. Mais je dois reconnaître, Geoffroy, c'est aussi une excellente opportunité, une merveilleuse opportunité pour nous de te présenter l'attractivité de notre territoire, de te présenter nos talents, et puis surtout le dynamisme, tu l'as souligné, du tissu entrepreneurial réunionnais. Alors, tu vois ce bout de France, on est très loin de tout, et pourtant ce bout de France, on l'aime, on est profondément attaché à ce territoire. Et bien ce soir, j'ai envie de le partager avec toi, justement. C'est ça notre enjeu d'aujourd'hui. Merci. Geoffroy Roux de Bézieux, sous réserve de l'évolution épidémiologique, donc les nouvelles évoluent au gré des jours qui passent, le territoire économique métropolitain semble avoir repris un peu de poil à la bête. Donc est-ce que vous conservez cet optimisme ou est-ce qu'il y a de nouveaux nuages qui s'amoncellent et qui peuvent venir troubler ce temps? Alors je dirais optimisme raisonné. Bon, d'abord optimiste parce que la nature d'un entrepreneur, c'est d'être optimiste. Hein. Si vous n'êtes pas optimiste, il faut changer de métier. Mais je suis d'autant plus raisonné et raisonnable que j'ai été un des premiers au mois de mai-juin 2020 à dire le pire n'est pas certain. À l'époque où l'INSEE, la Banque de France prévoyait 1 million de chômeurs, on parlait de mur des faillites. C'était sombre. Moi, j'étais plutôt optimiste. Alors, il y avait un peu de méthode Coué, il y avait aussi l'envie de rassurer mes adhérents, mais c'est exactement ce qui s'est produit, et vous le savez, en France métropolitaine, en tout cas, le mur des faillites ne s'est pas produit, ce million de chômeurs n'est pas arrivé, à tel point qu'on est maintenant à des chiffres de chômage qui sont en dessous de ce qui existait début 2020. Il reste, il faut le dire, des zones qui souffrent, notamment toutes les activités touristiques. Alors, évidemment, ici à La Réunion, où le tourisme représente à peu près 12% du PIB et de la richesse, forcément, ça a un impact. Mais globalement, l'économie mondiale, d'ailleurs, est repartie. Elle est repartie beaucoup plus vite que prévu. Elle est repartie parce qu'il y a eu une réaction des États qui était la bonne. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous les États ont eu la même stratégie du quoi qu'il en coûte, qu'ils aient une tradition libérale ou qu'ils aient une tradition interventionniste, parce que l'État, pour des très bonnes raisons, a arrêté l'économie en recours ultime, parce que c'est lui qui peut imprimer finalement de la monnaie et emprunter sans difficulté, a soutenu les entreprises. C'est ce qu'il fallait faire et ça a permis à l'économie de repartir même beaucoup plus vite. Alors il y a quand même quelques nuages à l'horizon. Il y a d'abord un nuage que vous vivez, je pense, au quotidien, surtout ici, qui est celui des matières premières et du coût du fret. Alors une partie va se résorber en 2022. On peut espérer que les tensions sur les approvisionnements vont se résorber, mais une partie ne se résorbera pas parce qu'une partie est liée à des tendances de fond. Par exemple, les tensions sur le bois, où l'économie mondiale veut plus de bois parce qu'elle veut construire en bois. Donc il y a des choses qui sont structurelles, d'autres qui sont conjoncturelles. Il y a un deuxième nuage un peu à l'horizon qui est le prix de l'énergie. Pas se tromper, oui, il y a peut-être des effets spéculatifs conjoncturels sur le prix du gaz, sur le prix de l'essence, mais l'énergie va coûter beaucoup plus cher dans les années qui viennent pour une raison simple, c'est qu'on est dans une transition énergétique où on laisse tomber, pour des bonnes raisons, des énergies qui sont faciles à produire, faciles à stocker et pas chères, le pétrole, les énergies fossiles, pour des énergies qui sont beaucoup plus complexes, intermittentes et qui coûtent plus cher. Donc il n'y a pas 36 solutions, le coût de l'énergie va peser et ça doit, je pense, ce sujet doit, au fond, doit imprimer toutes nos réflexions stratégiques en termes de business et de perspective. Troisième sujet de préoccupation, le recrutement. Partout en France métropolitaine, mais ici c'était la même chose ce matin à la table ronde, des difficultés de recrutement dans un pays qui a quand même un taux de chômage moyen élevé et dans un territoire qui l'est encore plus. Donc là on a tous collectivement un effort à faire, un effort de formation, un effort d'attractivité pour les entreprises
Et puis peut-être un effort sur les régimes allocataires, notamment l'assurance chômage, puisqu'il y a une réforme que nous, on soutient, qui arrive le 1er octobre. Et puis quatrième nuage, pour ne pas être trop long, la géopolitique. La mondialisation heureuse est terminée, je crois qu'on le sait tous. Il y a une sorte de guerre froide sourde qui est en train de se monter ou de monter en puissance entre la Chine et les États-Unis. Et on va voir une re-régionalisation des chaînes de valeur. Ce n'est pas de la démondialisation, on ne reviendra pas en arrière, mais je pense qu'on verra une re-régionalisation des chaînes de valeur. Et je pense que c'est important pour que le territoire de La Réunion essaie de se positionner dans ce contexte-là. Didier, la Réunion et la métropole n'ont pas vécu la crise au même moment. Il y a une forme d'alternance. Est-ce que vous faites le même constat de reprise ici à La Réunion? Et selon vous, qu'est-ce qui nous attend si on regarde toujours du côté de la météo et du ciel? Alors, c'est vrai qu'à La Réunion, on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment la reprise de tous les dangers potentiels, en fait. Il faut d'abord rappeler, effectivement, tu l'as dit, Laurent, que nous avons vécu des situations complètement différentes de la métropole et souvent à contre-courant. Quand la métropole était confinée, on n'était pas confiné. Et puis aussi vice-versa. On a également subi ce qui n'a pas existé en métropole, en fait des contraintes, puis des restrictions de voyage extrêmement lourdes, je pense en particulier à cette période où on ne pouvait pas voyager sans motif impérieux, avec des tests PCR au départ et à l'arrivée, de la quatorzaine, puis ensuite de la septaine. Je vois que monsieur le préfet me regarde, mais on a souvent travaillé sur le sujet. Et dans cette période, il a été extrêmement compliqué d'expliquer effectivement à Paris, alors que nous avions le soutien de l'État ici en local, d'expliquer à Paris que souvent les dispositifs qu'il prenait n'étaient pas adaptés ni à notre situation épidémiologique, ni en fait à nos entreprises. Aujourd'hui encore, le Fonds de solidarité nationale, qui est encore valable jusqu'au 30 septembre, est adossé au fait qu'on l'ait perçu au premier semestre, mais on n'était pas confiné au premier semestre. Donc c'est extrêmement complexe, effectivement, de remonter cette information en disant mais non, adaptez ce décret par pitié parce que ça ira beaucoup plus vite. En revanche, effectivement, et je constate avec beaucoup de satisfaction, que le seuil de 1 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel ait été enlevé effectivement pour bénéficier du dispositif des coûts fixes pour l'outre-mer. Et ça, c'est une bonne chose, mais je peux vous assurer qu'on a vraiment bossé, on s'est vraiment mobilisé pour y arriver. Et là encore, effectivement, on a beaucoup travaillé avec les services de l'État pour faire remonter ce message. Alors, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase de développement où on doit absolument se réinventer. Et encore plus sur un caillou comme le nôtre, parce qu'on est un caillou baignant dans l'océan Indien, on est éloigné de la mère patrie. On sait que nos entreprises, et les entreprises aujourd'hui, ils en ont conscience qu'ils vont devoir s'adapter à un environnement de plus en plus versatile, de plus en plus mouvant, de plus en plus incertain. Et on va justement tenter tous ensemble d'aller chercher les opportunités qui vont nécessairement surgir de toute façon de ces grands bouleversements d'équilibre mondiaux, de flux et des échanges. Alors, tu l'as dit, Geoffroy, aujourd'hui aussi, pour une huile aussi dépendante structurellement de l'extérieur, la flambée des coûts de matériaux, de matières premières, de fret, les difficultés en plus de desserte maritime, la rareté des containers, et en dépit d'une industrie qui est absolument remarquable, d'une agriculture qui est de qualité, et en dépit de nos ressources naturelles, nous n'arriverons pas à fabriquer de toute façon tout ce dont on a besoin à La Réunion. Donc viser l'autonomie est une utopie la plus totale, en fait. Et donc le risque potentiel, c'est qu'on vive des crises économiques et sociales bien plus graves que celles qui peuvent poindre aujourd'hui. Déjà en métropole, on a déjà un petit peu ce dessin-là. Alors on va redoubler d'inventivité, on va redoubler d'agilité, on va redoubler d'adaptation pour justement ne pas tomber effectivement dans cette crise économique et sociale. Et je dirais heureusement, et on a tout notre historique derrière nous pour cela, on est d'abord en fait des entrepreneurs, on est des citoyens combatifs et résilients. On a fait le basculement des eaux d'est en ouest et ça a été un chantier pharaonique. On a aujourd'hui le transport par téléphérique qui est en train de se mettre en route. Et notre force de ce territoire, c'est qu'on a toujours justement su unir nos forces et trouver des solutions complètement originales pour pallier nos handicaps naturels. Geoffroy le disait tout à l'heure, on part en fait d'une contrainte, on en fait une opportunité. On sait faire ça fondamentalement dans l'histoire. Alors pour la relance, et je l'appelle de tous mes voeux, n'en doutez pas un seul instant, il nous faut absolument une vision commune et partagée. Mais une vision commune va nous obliger à faire des choix courageux et ambitieux. On n'aura pas le choix. Et choisir, c'est obligatoirement abandonner des solutions potentielles qui pourraient être confortables.
mais on ne peut pas rester dans notre confort aujourd'hui. Mais ça, cette vision, dès qu'elle sera partagée, il faut qu'on la porte tous ensemble là aussi, élus, entreprises. Finalement, je me demande si on préférait pas la musique. On va le porter au plus haut niveau de l'État et de l'Europe parce que, au travers justement de ce fameux article 349 du TFUE, on dispose des outils pour avoir une réglementation spécifique à notre territoire parce qu'on veut la décliner. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas le droit de ne rien, on n'a pas le droit de ne rien faire. Je parlerai 10 secondes de moi. Le pire qui puisse m'arriver, c'est que demain, mes petits-enfants me disent « Papy, tu étais au courant et tu n'as rien fait pour ce territoire ». Je crois que c'est la punition la plus terrible qu'on puisse avoir pour demain. Merci, Président Geoffroy de Bézieux. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez évoqué, c'est la difficulté de recrutement. Donc, ce n'est pas que la France. Je crois qu'il y a 10 millions de postes à pourvoir aux États-Unis, ce qui est assez insensé. Pour vous, c'est un problème conjoncturel ou structurel? Et deuxième question que j'aurais vous poser, c'est qu'est-ce que vous diriez aux jeunes réunionnais aujourd'hui qui sont en train de se former? Est-ce que vous les invitez à franchir la mer, à sauter la mer, comme on dit ici en créole, pour revenir ensuite exercer leur talent ici? Quel mot d'encouragement vous pourriez leur donner? D'abord, il faut m'expliquer pourquoi le gars de la CG se tait quand je parle et il se met à crier quand Didier parle. Là, il y a un truc. Parce qu'on n'avait pas de budget pour les deux. Je ne vais pas passer pour un complice de la CGT auprès de vous. Ça m'ennuierait quand même. Plus sérieusement, oui, il y a un problème de recrutement. Alors, dans la vieille Europe, d'une certaine manière, on peut comprendre qu'il y a un problème démographique qui se projette à l'horizon. Donc, sur le long terme, on aura en Europe un problème de recrutement parce que la pyramide des âges est comme elle est. Ça ne doit pas être le cas ici. Ça, c'est le premier point. Après, il y a des effets, j'allais dire, presque techniques. Les effets techniques, c'est quoi? C'est qu'on forme des gens à des métiers où il y a moins de demandes et on ne forme pas assez de gens dans des métiers où il y a des demandes. Mais c'est aussi l'attractivité des métiers, le rapport entre attractivité des métiers et attractivité des études. En France métropolitaine, on a un problème de mobilité. Alors, vous n'avez probablement pas ce problème-là, mais les gens ne déménagent pas pour un emploi. Et ça, on sait aujourd'hui en France, vous avez des endroits à 12% de chômage, d'autres à 4%. Mais, et c'est peut-être le plus délicat, il s'est passé quelque chose pendant la pandémie dans tout l'Occident. Il y a pas mal d'articles qui sont parus la semaine dernière ou au début de semaine sur ce que les Américains appellent la grande démission. C'est-à-dire plusieurs millions de personnes, 5 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail aux États-Unis, qui ne s'inscrivent plus au chômage, qui ne cherchent plus d'emploi. Et donc il y a un rapport au travail qui a probablement changé. J'ai un certain nombre de vos collègues dans des assemblées générales de ce même type qui m'ont dit mais c'est presque l'effet 35 heures, ce qui n'est pas un compliment dans la bouche d'un patron en général. Pas besoin de l'expliquer. Donc c'est vraiment trop tôt pour faire un diagnostic complet, mais c'est vrai qu'on a un sujet. Alors sur la deuxième question, les jeunes réunionnais, bon, j'ai pas de conseils à donner. Encore une fois, vous avez un atout formidable. Il y a des inconvénients, mais moi je préfère voir le verre à moitié plein. Et la jeunesse en est un pays qui a une démographie positive, une île qui a une démographie positive. C'est formidable. Hein. Certains de vos collègues, Hervé Mariton le sait, d'outre-mer sont dans un cas différent. Donc quand vous perdez des gens, quand votre population diminue, globalement, pour l'économie, à long terme, c'est catastrophique. Après, est-ce qu'il faut qu'ils aillent faire des études, c'est ça, à l'étranger ou en France, se former Le monde idéal, c'est d'aller se former en France ou à l'étranger et de revenir créer sa boîte ou en tout cas contribuer à une boîte existante. Ça, c'est le modèle idéal. Je suppose qu'il y a tous les cas de figure. En tout cas, ceux que j'ai vus, un certain nombre avec lesquels j'ai échangé, que ce soit au Crédit Agricole hier soir, sont dans cette configuration-là, hein, si j'ai bien compris. Un certain nombre de gens qui ont même fait un peu plus, c'est-à-dire je vais faire mes études, je passe 10 ans à travailler pour une entreprise internationale quelque part, j'apprends, parce que le rêve de l'entrepreneuriat, ça reste un rêve très vivace. Hein. On a une étude là, qui n'est pas encore sortie, mais dont je peux vous donner quelques éléments. On a fait une très grande étude sur l'image des entreprises post-Covid qui montre que depuis 40 ans, jamais l'image d'entreprise a été aussi haute. Avec d'ailleurs un petit, pas un revers, mais une contrepartie qui est jamais l'attente des Français vis-à-vis des entreprises n'a été aussi haute. Au fond, c'est un peu comme s'il n'écoutait pas Monsieur le Préfet. Le Français se disait l'État ne peut pas tout, et donc maintenant, on va demander aux entreprises privées de régler des problèmes d'inclusion, des problèmes climatiques, des problèmes sociaux. Et dans cette étude, on a demandé aux jeunes Français, est-ce que vous voulez plutôt être salarié, être indépendant, être entrepreneur, être fonctionnaire? Et ce qui emporte haut la main. Alors bien sûr, tous ne seront pas entrepreneurs,
mais le rêve de l'entrepreneuriat, il demeure complètement vivace. Et je pense que notre mission, en quelque sorte, au sens presque entreprise à mission, au MEDEF, aussi, c'est bien sûr de défendre nos adhérents existants, de défendre les entreprises existantes, mais c'est aussi de susciter les vocations, de donner envie, et tout d'ailleurs ce qu'on fait autour de l'école, hein, tu t'occupes, et de ce point de vue-là, très, très important. Donc oui, il faut que les jeunes réunionnais reviennent entreprendre au pays. Didier Fauchard, Geoffroy Roux de Bézieux l'évoquait à l'instant, on a une jeunesse, c'est une chance pour le territoire. Quelles sont les actions que mène le MEDEF Réunion en faveur de ces jeunes, sachant que ici, les offres d'emploi finalement ne sont pas extensibles en dépit de tout le potentiel qu'on peut avoir? Non, les offres d'emploi ne sont pas extensibles. On aimerait déjà les pourvoir, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut reconnaître. La formation pour notre territoire, l'emploi et la formation, c'est vraiment un sujet absolument crucial. Si on veut réussir le pari de la relance, et Geoffroy le disait, notre grande chance, c'est notre jeunesse. C'est très clair. Maintenant, c'est aussi une équation extrêmement complexe à résoudre parce que on a des métiers en tension, on a aujourd'hui en fait un accompagnement à faire de grands projets, on a des mutations écologiques à faire, on a des mutations numériques à faire, et ça va nous obliger, nous, entreprises, en fait, et au niveau du MEDEF, à s'impliquer encore plus finement avec nos partenaires de l'emploi et de la formation dans une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui soit vraiment totalement en fait, adaptée à nos enjeux. Mais il y a un premier volet, et je n'ose pas paraphraser Emmanuel Macron, en disant les 4 volets, il faut les faire en même temps. Ce n'est pas aller un pilote, mais c'est vraiment en même temps. On a un premier volet à traiter, c'est vraiment aujourd'hui d'accompagner nos jeunes qui sont déscolarisés, qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver un emploi. Alors, bien sûr, tout au long de l'année, on a des actions aujourd'hui avec le rectorat, on a aujourd'hui des actions avec nos partenaires de l'insertion, mais nous avons voulu aussi, au niveau du MEDEF, apporter une réponse très spécifique. Et cette réponse très spécifique à la problématique du premier emploi des jeunes, c'est le contrat Gadirm. Le contrat Gadirm, aujourd'hui, c'est un contrat de professionnalisation qui a 2 objectifs. Le premier, c'est de donner envie aux jeunes de travailler, justement pour éviter la grande démission. Le deuxième objectif, c'est justement de lui transmettre les savoir-faire, les savoir-être et les codes de l'entreprise. Alors, on a le soutien de l'État sur ce dispositif Gadirm, puisqu'il a été repéré lors de la venue de Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail, lors du déplacement du président de la République Emmanuel Macron à La Réunion. Et on a aujourd'hui effectivement une équipe de 3 personnes au MEDEF qui promeut ce contrat, qui travaille aujourd'hui avec les entreprises d'insertion, avec nos partenaires de l'insertion pour trouver des jeunes. Et puis nous, de notre côté, c'est effectivement trouver les entreprises volontaires pour les accueillir pendant au moins 6 mois. C'est vraiment un contrat aujourd'hui, pour nous, c'est une pierre réunionnaise à l'édifice de l'emploi. Et surtout, et je voudrais insister là-dessus, parce que très souvent on dit qu'on ne nous attend pas là, le MEDEF, mais c'est vraiment aujourd'hui la manifestation d'un engagement fort aujourd'hui de nos entreprises, de nos adhérents pour ce territoire. On a le deuxième volet, et on en parlait ce matin, pour ces jeunes, l'apprentissage qui s'est vraiment très fortement développé, comme en métropole, est une excellente réponse aujourd'hui à notre tissu économique, et en particulier pour les métiers en tension. On le voit bien d'ailleurs, et on peut porter ensemble cette mesure pour l'avenir. Le fait aujourd'hui d'avoir eu l'aide de 8 000 € pour les jeunes en apprentis, on fait exploser le nombre d'apprentis. Donc pour une fois qu'on a un système qui fonctionne, surtout, il ne faut pas l'annuler, quoi. On serait un peu idiot de le faire. Mais le deuxième volet, parce que réussir demain, c'est viser l'excellence, aujourd'hui, il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur la carte des formations. Il faut qu'on arrive encore à intensifier nos efforts sur la formation supérieure. On doit développer ici en local des classes préparatoires. On doit tisser des liens justement avec les grandes écoles et mettre en place des partenariats de manière à permettre aujourd'hui à nos jeunes d'avoir un accès plus aisé à ces formations supérieures. Moi, j'ai un rêve aujourd'hui, c'est que nous soyons demain, on va parler d'international tout à l'heure, vraisemblablement, nous soyons demain, en fait, le hub de la formation de l'océan Indien. Parce que si on devient ce hub de la formation, ça va permettre aux jeunes de la zone et à nos jeunes aussi de suivre ces masters, ces diplômes de très haut niveau. Et c'est comme ça, en fait, en les accompagnant aujourd'hui sur la voie de l'excellence, qu'on posera ensemble les pierres, en fait, qui vont bâtir cette réunion de demain. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes largement mobilisé au MEDEF pendant la crise. Vous avez aidé le tissu économique et les entreprises à repartir. Pour autant, vous n'avez pas laissé tomber les autres dossiers. Je fais notamment référence à votre discours introductif à la REF au mois d'août, auquel une
un petit groupe d'entre nous a eu le plaisir d'assister. Et alors, comme vous êtes là, que je vais vous citer devant vous, je vais lire ce que vous avez dit pour ne pas dire de bêtises. Les entreprises sont mobilisées. Comment est-ce que vous les aidez à relever ce défi? Et quel type d'entreprise est plutôt mobilisée? Est-ce que c'est plutôt les grosses, plutôt les petites? Enfin, quel est votre ressenti là-dessus? Alors, peut-être il faut que j'explique un tout petit peu ce que je voulais dire. Il n'y a pas plus agile, il n'y a pas plus adaptable, il n'y a pas plus darwinien que l'économie de marché, que le capitalisme. Depuis 200 ans, l'économie de marché, les entreprises, les entrepreneurs se sont adaptés à tous les changements technologiques. Donc à chaque technologie, il y a des entreprises qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, d'autres qui se transforment. La transition énergétique, c'est complètement autre chose. On nous demande de complètement repenser le capitalisme. Pourquoi ? Parce que produire, parce que consommer, c'est émettre du CO2. Et depuis toujours, plus on produit, plus on fait de la croissance, plus on émet du CO2. Et donc face à ça, on a deux solutions. Il y en a une qu'on a expérimentée un peu malgré nous pendant le Covid, qui est de décroître. À partir du moment où on a arrêté l'économie, on l'a tous vu, les émissions de CO2 ont baissé. Alors, il y a des gens, probablement pas dans cette salle, mais il y a des gens qui prônent la décroissance. Quelques écologistes, vous les avez vus récemment dans la primaire, qui disent non, il faut décroître. C'est-à-dire, décroître, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, au fond, changer de comportement, mais de manière absolument drastique, en réduisant les unités de consommation qui sont les nôtres. Arrêter de voyager, manger moins, manger plus local, mais de manière violente. Et ça, je pense que c'est finalement presque un terreau pour la guerre civile, parce que l'essentiel de nos contemporains n'est pas prêt à le faire, et heureusement d'ailleurs. Et puis il y a une autre voie, mais qui est une voie difficile, mais c'est la seule qu'on doit adopter, c'est de faire une croissance sobre, une croissance qui, par l'innovation, réussit à continuer à faire de la croissance, à continuer à consommer, à continuer à voyager, à continuer à produire, mais en réduisant petit à petit nos émissions de CO2. Et donc ça passe par l'innovation, ça passe par des nouveaux procédés. Aujourd'hui, la technologie est presque prête partout. Si on prend par exemple le ciment ou le béton, produire du béton moins carboné ou faiblement carboné, c'était possible, mais ça coûte plus cher. Ça réclame des investissements et ça coûte plus cher à produire. Et donc ça veut dire que le message que je passais, d'ailleurs les Allemands, le patronat allemand a dit exactement la même chose quelques mois après, il faut bien que les politiques mesurent que ce changement climatique dans lequel on s'engage et dans lequel on doit s'engager a des conséquences très significatives en termes de coûts. Et il y a un espèce de non-dit politique qui est de laisser croire, au fond, que tout ça se passera sans difficulté. Non, il y aura des destructions d'emplois, il y aura des changements, il y aura des changements de comportement à adopter. Mais nous, on reste optimistes, on pense que c'est possible. Et d'ailleurs, pour finir sur une note d'optimiste, le document qui a été publié par RTE sur la transition, sur l'aspect énergétique la semaine dernière, il y avait 6 scénarios, donc 3 sans nucléaire, 3 avec nucléaire, et 3 scénarios de consommation, mais à chaque fois une consommation et une croissance qui augmentaient, montrent que c'est possible. Mais effectivement, ça réclame énormément d'investissement. Et alors, sur votre question sur les entreprises, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus un chef d'entreprise, il y en a peut-être quelques-uns qui soient climato-sceptiques. Tout le monde s'est engagé. Le problème, c'est l'investissement. Le problème, c'est la quantité d'argent qu'il faut investir pour se lancer là-dedans. Et c'est là où il va falloir, à travers des plans d'investissement de type ce qui a été fait par le gouvernement dans le plan de relance et dans le plan d'investissement, aider les entreprises. Mais je rajoute un dernier mot, c'est si on augmente les investissements publics dans la transition, il faut qu'on puisse le financer par une baisse des coûts de fonctionnement. Et c'est là où les dernières mesures ne répondent pas tout à fait à nos exigences. J'avais noté aussi dans vos propositions sur la transition écologique la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Alors c'était assez innovant, ne serait-ce par le fait que ce soit le MEDEF qui propose une taxe. C'est assez rare. Quelle est votre position là-dessus ? C'est même là-dessus ? la seule qu'on soutient. Là, il faut expliquer de quoi on parle. Si on demande aux industriels européens et réunionnais d'être les meilleurs de la planète en CO2, enfin en réduisant leur planète CO2, il ne faut pas que qui vont coûter plus cher, leurs produits soient concurrencés par des produits qui ne respectent pas les mêmes quotas de CO2 et qui du coup seront moins chers. C'est aussi. Alors c'est pas du protectionnisme et c'est là un débat presque philosophique parce que moi je suis libéral, je suis pour la concurrence, mais la concurrence c'est la juste concurrence, c'est-à-dire la concurrence à armes égales. Et donc si le ciment turc, j'ai rien contre les Turcs, mais si le ciment
externe à l'Union européenne et produit avec de l'électricité qui est produit avec du charbon, et donc un quota de CO2 très élevé qui vient concurrencer en étant 30, 40, 50% moins cher du ciment européen qui, lui, a des contraintes environnementales qui fait que, et c'est ça qu'il faut, hein, bien sûr, qu'il est neutre en carbone, ou en tout cas beaucoup moins carboné, on a un double problème. Un, on ne sauve pas la planète, puisqu'on émet du CO2, et deux, en plus, on détruit des emplois. C'est pour ça qu'on soutient la taxe carbone aux frontières, et même pire que ça, si j'ose dire, je me suis fait l'avocat auprès de tous les patronats européens qui étaient très réticents, et il ne nous reste plus que les Allemands à convaincre, puis quelques petits pays, mais aujourd'hui on est quasiment à une majorité européenne, enfin dans les patronats européens, pour ce mécanisme. Et ça va de pair vraiment avec les efforts qu'on doit faire en CO2. Didier Fauchard, la Réunion est confrontée à l'urgence écologique. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui elle est plutôt bonne élève? Et les grands défis, c'est quoi en quelques mots? Alors, c'est clair que sur l'environnement, aujourd'hui, comment ne pas être soucieux de notre environnement quand on a une nature absolument magnifique, comme on l'a vu ce matin? Je ne pense pas que tu me contrediras d'ailleurs sur le sujet. Et tu as raison, le défi aujourd'hui qu'on a à La Réunion, comme partout ailleurs, c'est bien de combiner écologie et économie, et surtout de mener les deux en parallèle, quoi, en fait. Alors, ce qu'on a fait, nous, au niveau du MEDEF Réunion, c'est on a posé en fait un projet de développement économique et social, un projet de territoire qu'on a appelé Vive la Réunion, verte, innovante et vivre ensemble. Et ce projet, aujourd'hui, pose les jalons de ce qui devrait être nos guides pour créer la Réunion de demain. Alors, il y a 3 axes, je le disais. Donc, une île verte propre. Là, je vais faire plaisir à Catherine Fréco parce que franchement, au niveau du tourisme, on a encore pas mal de boulot à faire à ce niveau-là. Qui soit respectueux de son environnement. Je le disais, on a une nature à couper le souffle pour le tourisme. On a du soleil, on a du vent, on a de la mer, on a tout ce qu'il faut pour des énergies renouvelables, même si elles sont pour l'instant encore intermittentes. Pour le soleil, ça va. Hein. Par contre, on est à peu près bien lotis de ce côté-là. Mais tu as raison, c'est quand même des énergies aujourd'hui intermittentes. Et puis, on a aussi tout cet enjeu avec les pays de la zone aujourd'hui en ce qui concerne la collecte et surtout la valorisation des déchets, parce qu'on est dans un milieu insulaire. Le deuxième axe, effectivement, de notre projet de territoire, c'est un territoire d'innovation. Et hier, avec la séquence, effectivement, on a eu des belles pépites, et on voit que ces pépites, aujourd'hui, ont cette capacité d'aller chercher des marchés extérieurs à La Réunion, en dépit de l'exiguïté de ces territoires. On appelle de nos voeux, aujourd'hui aussi, dans cette transition, l'arrivée à La Réunion, en termes d'attractivité, de centres de recherche, de grands laboratoires, parce qu'au-delà de tout ça, en fait, on a besoin aussi, nous, en interne, dans nos entreprises, de former des talents qui vont permettre justement de stimuler la recherche. Et puis le troisième volet, parce que c'est vraiment un des fondements de notre société réunionnaise et un des fondements aujourd'hui de notre histoire, c'est ce vivre ensemble qui est à chaque fois envié par la plupart des gens qui arrivent à La Réunion. Il faut qu'on le préserve, mais ici, il faut aussi qu'on le modélise, parce que si on ne modélise pas, on a cette richesse aujourd'hui à la fois de culture, on a une mixité de religion, on a une mixité d'origine, et ce sont des trésors absolument uniques au monde. Et les problématiques de l'Afrique demain vont avoir, en fait, ces pays africains vont traverser ces problèmes. Je vais donner un exemple très précis, Geoffroy. Nous sommes le seul territoire, à ma connaissance, au monde où tous ensemble, nous fêtons tour à tour Gwandi, l'Aïd, la naissance du Christ et le jour de l'an tamoul. Et tout ça, effectivement, sans aucun communautarisme. Alors la difficulté, ça va être de se faire entendre à chaque fois, et je vais le redire plusieurs fois, de Paris et de l'Europe, parce qu'on doit faire à un moment donné de ce territoire un territoire d'expérimentation. Pourquoi? Parce qu'en termes de législation, ce qui est aujourd'hui adapté en métropole peut être un frein complètement à La Réunion. On en a parlé ce matin, le stockage et l'exportation des déchets dangereux. On a aujourd'hui des accords de partenariat économique qui sont négociés entre l'Europe et l'Afrique. On est quasiment absent au niveau de La Réunion. Il y a eu une réunion avec Pascal Gossi-Losgard, mais voilà, on n'est pas présent, il faut qu'on soit présent. On a une loi montagne qui nous interdit de survoler certains sites. On fait juste 2500 km². On a juste 50 km de distance, enfin de diamètre. Il faut rester un petit peu raisonnable. On a aussi, et c'est une vraie problématique, aujourd'hui une règle sur les marchés publics qui favorise aujourd'hui en fait des sociétés extérieures à La Réunion dans ces marchés publics. Enfin, ça devient une hérésie au bout d'un moment, quoi, en fait. Alors, ok. On passe notre temps en fait à revendiquer. On représente à peine 1% du PIB national, et je l'entends. Mais on est une république, une et indivisible, et ça, on en fait partie. Moi, mon ambition pour La Réunion demain, c'est quoi en fait? On doit devenir un modèle qui est envié de tout le monde, un modèle de développement durable, un modèle de bien vivre ensemble et un modèle de compétitivité.
Aujourd'hui, d'ailleurs, au mois de septembre, on a recruté une chargée de mission avec le soutien de l'ADEME pour justement accompagner les entreprises dans cette transition qui est désormais nécessaire. Et Geoffroy, tu le dis, c'est une évidence sous nos yeux désormais. Cette chargée de mission, son boulot, ça va être de faire effectivement, de mettre en lumière les dispositifs qui existent, de proposer des solutions durables, surtout sur les nouveaux modes d'organisation et les nouvelles activités. Mais je vois bien qu'à La Réunion, en fait, la prise de conscience est collective et on va pouvoir avancer désormais vraiment très vite. Et d'ailleurs, je souligne effectivement que dans le projet aujourd'hui de la mandature de la région, c'est déjà une priorité au cœur du développement. Et je pense que ça, c'est une excellente nouvelle, que ce territoire porte d'une seule voix, effectivement, ce projet de territoire. Messieurs, cet échange touche à sa fin. Alors, je jubile, je vous garderai bien encore 1 heure pour vous poser des questions, vous pensez bien. Dernier point qu'on avait prévu d'aborder, c'est la mondialisation. Cette crise a remis en question un certain nombre d'aspects de la mondialisation. Elle nous a ouvert les yeux sur des secteurs qu'il serait bien que nous puissions garder sous contrôle. Je sais, Geoffroy de Bézieux, que le terme de souveraineté ne vous fait pas peur. Vous avez d'ailleurs créé une commission souveraineté quand vous avez pris la présidence du MEDEF. Est-ce que vous voyez, en tant que président du patronat français, des limites à la mondialisation ? Oui, alors je ne voudrais pas tomber, j'allais dire, du mauvais côté, du côté protectionniste, mais je crois qu'on a franchi un cap dans les dernières années et on est arrivé au bout d'une certaine mondialisation. C'est le général de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et peut-être qu'on l'avait un peu oublié au cours des dernières années. Bill Clinton, en 92, quand il fait rentrer la Chine dans l'OMC, il a une déclaration que j'ai relue il n'y a pas très longtemps et qui dit, en substance, au fond, en faisant rentrer la Chine dans l'OMC, petit à petit, ça va devenir une démocratie à l'occidentale comme on la connaît. Bon, pas besoin de vous expliquer qu'il s'est produit exactement l'inverse. Et que petit à petit, la Chine a affirmé sa puissance, mais aussi d'autres États, alors je ne vais pas les citer, mais ont revendiqué une forme de compétition entre les États, compétition pas toujours loyale, compétition sur le plan économique, mais aussi quelquefois sur le plan paramilitaire ou militaire, avec tous les sujets de cyberattaques, de guerre de l'espace, etc., etc. Alors, est-ce qu'elle a atteint ses limites ? Oui. Est-ce qu'on va démondialiser, comme dit Arnaud Montebourg ? Non. Le principe de Ricardo, qui est cet économiste d'IBM, qui disait qu'en fait, les pays se spécialisent dans avec leurs atouts majeurs, restera vrai. On ne va pas refabriquer en Europe des produits à très faible valeur ajoutée avec un fort contenu de main-d'œuvre. Mais probablement, on va régionaliser des chaînes de valeur. L'exemple que vous vivez tous, en particulier ceux qui sont dans la filière automobile aujourd'hui, c'est la dépendance des constructeurs mondiaux automobiles à un seul fournisseur de nano-semi-conducteurs situé à Taïwan. Évidemment, ça n'est pas pérenne. Mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc, la difficulté pour le monde économique, c'est de ne pas nier que la mondialisation a créé, il ne faut pas l'oublier, des centaines de millions de gens qui sont sortis de la pauvreté. Parce que si vous êtes thaïlandais, si vous êtes un certain nombre de pays d'Afrique, si vous êtes dans la classe moyenne des pays émergents, vous avez bénéficié de la mondialisation. Mais elle a aussi trouvé ses limites. Et l'affrontement qu'on voit tous se dessiner, enfin là, pas besoin de grands spécialistes de géopolitique entre la Chine et les États-Unis, nous oblige, je pense, à repenser. Et c'est pour ça que le MEDEF, qui a poussé depuis bien longtemps, bien avant moi, à travers le rapport gallois, à travers un certain nombre de choses, la réindustrialisation du pays, cette réindustrialisation, elle a un double but. Elle a un but de cohésion sociale, de ne pas vider nos territoires, mais elle a aussi un but d'autonomie stratégique. Alors, le mot autonomie, on met un peu tout ce qu'on veut derrière. Et évidemment, il ne s'agit pas de l'autarcie, ce n'est pas la théorie du potager, on ne va pas tout faire nous-mêmes. Alors, tu l'as dit pour La Réunion, mais c'est vrai aussi pour la France. La France ne peut pas tout faire et elle a besoin d'échanges. Mais très clairement, on va avoir une mondialisation différente. On doit être peut-être un peu moins naïf que ce qu'on a été, alors aux frontières de la France et bien sûr aux frontières de l'Europe. Mais la tonalité de la nouvelle commission, et notamment Thierry Breton, avec qui on a beaucoup échangé, est sur ce thème-là. L'idée étant récupérer un peu plus de souveraineté et non pas de souverainisme. Didier Fauchard, la mondialisation, c'est une chance pour La Réunion. Nous, on est complètement dépendants de notre connexion au monde, finalement. Donc, quelle piste vous avez on avait reçu le président de la République à La Réunion, enfin, on l'avait reçu, il était venu nous visiter, nous avait fait cet honneur et il nous a présenté son programme Choose La Réunion.
quelle connexion on peut faire à ce niveau entre La Réunion, cette vision présidentielle, et votre vision à vous? Effectivement, Choose la Réunion aujourd'hui, hein, c'est la même déclinaison régionale de Choose France que Emmanuel Macron avait fait à l'époque. Et effectivement, Choose France aujourd'hui, c'est une proposition de valeur, et c'est maintenant en fait qu'il faut s'en emparer. C'est maintenant qu'il faut qu'on se déploie sur le bassin Indo-Pacifique. Maintenant, si je pose un diagnostic rapide, on a aujourd'hui des entreprises beaucoup plus fragiles de par nos handicaps. On va pas se leurrer, on est dans une petite île. On est souvent suréquipé parce qu'on a une taille de marché très petite. Et puis maintenant, on est en surstockage parce qu'on a des pénuries et on a des flambées de prix. Et donc, l'autre aspect, c'est que pour aller à l'international, il nous faut des capitaux. Et ces capitaux doivent être importants. Et ça, c'est rarement le cas dans nos TPE-PME. Et donc, exporter sur la zone de l'océan Indien, puisque c'est les marchés les plus proches, c'est aussi se confronter aujourd'hui à des pays avec des normes, justement, avec des coûts de main-d'œuvre qui sont complètement différents. Donc, on a aujourd'hui le nécessaire travail à faire de poncer notre offre export, à la fois en produits de niche et puis à la fois en termes de services. Il y a un certain nombre d'axes. La data, tout le monde en parle. Le codage, ce sont des axes stratégiques majeurs. Et il nous faut mettre en place aujourd'hui très rapidement les formations. Et puis, en plus, l'attractivité de ces métiers pour nos jeunes, parce qu'on voit bien ce qui nous attend. Et moi, j'ai un rêve aujourd'hui, c'est d'avoir demain une station F de l'océan Indien qui soit basée à La Réunion, qui nous permette de rayonner, qui nous permette de vendre nos savoir-faire, et puis surtout de drainer des fonds d'investissement supplémentaires. Alors l'international, et on le sait tous aujourd'hui, c'est vital en termes de survie. On ne pourra plus jamais se contenter de ce marché intérieur, va imposer effectivement que nous militions pour des mesures différenciées, mais ça j'insiste en particulier, renforcées, parce que sans que le privé aujourd'hui soit accompagné de manière très forte par l'État, on n'y arrivera pas. Et pourquoi accompagné très fortement par l'État? Parce que c'est toujours cette notion de tous ensemble qui m'importe en fait. Élus, entreprises, services de l'État. Si on ne se met pas d'accord tous ensemble, on n'arrivera pas à développer ce territoire. On sait qu'en allant à l'international, on va prendre des risques absolument considérables parce que les pays qui nous entourent sont différents économiquement, ils sont différents culturellement, ils sont différents politiquement. Donc on a un écosystème entier en fait à construire pour nous permettre de franchir la mer. Laurent disait en créole, ça se dit dessotte la mer justement, quand en fait. Et on a une question centrale à traiter, c'est les liaisons et la connectivité en particulier. Et ça, en fait, il faut qu'on travaille en fait, avec la région, avec les services de l'État aujourd'hui, de manière effectivement à ce que ces flux puissent être améliorés, beaucoup plus fluidifiés, qu'ils soient maritimes ou aériens. Et nous, en fait, MEDEF, on veut jouer justement un rôle actif dans cette mondialisation, dans cette projection à l'international, et on va utiliser justement le MEDEF national et ses réseaux. À partir de l'année prochaine, on crée le premier club Stratexio Outre-mer de La Réunion. Stratexio, c'est quoi? C'est une quinzaine de chefs d'entreprise, quinzaine d'entreprises déjà exportatrices ou primo-exportateurs qui, chaque mois, en fait, se réunissent, travaillent à Time Export avec aujourd'hui des experts. Et cet outil, c'est un outil supplémentaire qu'on va rajouter à la palette de services aujourd'hui du Club Export, qui fait déjà un travail absolument formidable sur le sujet. Je le disais, le lancement, c'est début 2022. Et j'espère bien que dans la lignée de ta venue, Fabrice va aussi venir nous rejoindre pour le sujet. Et puis moi, j'ai une autre proposition, Geoffroy, à faire. Alors je sais que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est qu'on puisse, à partir de Paris, là je compte vraiment sur le réseau du MEDEF, pour avoir une délégation de grosses PME, des ETI, des grandes entreprises qui sont déjà présentes aujourd'hui sur nos marchés là, de proximité qui nous intéressent, de manière en fait à pouvoir leur montrer en fait nos talents et nos expertises. Alors on est français, on est fiers de l'être, on est français de l'océan Indien, mais on a vraiment besoin à un moment donné de devenir les sous-traitants parce que ça va être la porte d'entrée sur ces marchés. On va jouer au travers du poisson pilote devant nous, hein, c'est ces petits, en créole on dit le petit tilapia qui suivent, comme ça, derrière. Et ça va permettre effectivement d'établir des nouveaux contacts, d'établir des nouveaux courants d'affaires. Moi, l'international aujourd'hui, j'ai une conviction profonde aujourd'hui, c'est que nous sommes juste aux prémices de cette aventure. Et cette aventure va non seulement tirer la Réunion vers le haut, mais nous tirer d'est en ouest et surtout du sud vers le nord. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux, Didier Fauchard. Merci pour cet échange.